Et notre cher ami, notre frère Laith Marouf de Beyrouth, est ici avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Laith, commençons par la guerre et ce qui se passe entre le Liban et Israël. Israël bombarde Beyrouth sans donner le moindre avertissement, en disant « Nous allons frapper ce quartier, puis celui-là ». Que se passe-t-il en ce qui concerne les attaques israéliennes et la manière dont le Hezbollah réagit? Oui, enfin, la nuit dernière, vers 2h33 du matin, les sionistes ont attaqué plusieurs quartiers du centre-ville de Beyrouth. Ils ont frappé des immeubles résidentiels. Il y a au moins 14 martyrs, principalement des familles qui dormaient. L'un des appartements touchés appartenait au responsable de la programmation politique de la chaîne Al-Manar, et il a été martyrisé avec son épouse. C'était donc une véritable exécution ciblée d'un journaliste, d'un producteur de médias. Cela fait maintenant, bien sûr, 2 ans et demi que nous voyons les sionistes tuer des journalistes et des producteurs de médias. En fait, après ces 2 ans et demi de guerre, les sionistes ont réussi à tuer plus de journalistes sur cette planète que toutes les guerres réunies depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. C'est un chiffre assez stupéfiant, je trouve. Je n'arrive pas à imaginer, vous savez, c'est vrai bien sûr, aussi pour le personnel médical. Le plus grand nombre cumulé de membres du personnel médical tués, rien que depuis le début de cette nouvelle phase de guerre au Liban, au cours des 14 derniers jours, ils ont tué plus de 40 soignants. Et cela sans même parler du nombre d'enfants et de femmes. En moyenne, depuis le début de cette phase de guerre ici au Liban, les Israéliens tuent 6 enfants par jour. C'est donc de l'infanticide, du médicide, tout ce que l'on peut imaginer en matière de génocide. Les sionistes semblent en être les champions dans l'histoire humaine. En ce qui concerne la résistance dans le sud du Liban, c'est vague après vague de tentatives d'invasion. Et même lorsqu'ils ont annoncé, il y a 2 jours, qu'ils lançaient la grande invasion, c'était à peu près la 6e ou 7e fois qu'ils disaient cela. Les gens devraient donc prendre cette déclaration avec prudence. Mais même avec les milliers de raids sur les villages du Sud, les sionistes ont dû, la nuit dernière, se retirer des abords des villages qu'ils tentaient d'occuper. Au cours des dernières 24 heures, le Hezbollah a détruit au moins 10 chars Merkava. Les chiffres ne cessent d'augmenter. 15 jours après le début de la bataille dans le sud du Liban, je pense que le total approche les 30 chars détruits. C'est donc un chiffre énorme. Il y a déjà 45 000 soldats sionistes à la frontière. Ils en mobilisent davantage, mais cela ne semble pas les aider. Car plus ils se rassemblent près de la frontière du Liban, plus ils deviennent des cibles faciles pour l'artillerie, les missiles et les drones du Hezbollah. Le Hezbollah continue de frapper des points de rassemblement à l'intérieur de la Palestine occupée, dans le nord de la Palestine occupée, et poursuit ses tirs de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones longue portée jusqu'à la région de Tel Aviv. Et cela s'ajoute, bien sûr, aux vagues de missiles iraniennes qui touchent bon nombre de ces mêmes cibles. Voilà donc en quelque sorte le tableau général de ce qui se passe ici au Liban. Il semble qu'il y ait une certaine coordination entre l'Iran et le Hezbollah pour attaquer par exemple la partie nord d'Israël. Pensez-vous que ça soit réellement coordonné ou est-ce que cela se produit simplement sans véritable planification? Il y a clairement une coordination, et chaque membre de l'axe de la résistance dispose de son propre ensemble de cibles sur lesquelles il se concentre. Même lorsque nous parlons de la résistance irakienne, quelle cible frappe-t-elle à l'intérieur de la colonie sioniste ou en Irak, ou encore en Jordanie,
et au Koweït, comme nous l'avons vu. Il existe donc un plan d'ensemble, et chaque composante de l'axe de la résistance a une liste de cibles qu'elle priorise. Comme nous le voyons, il y a des bases dans le nord de la Palestine, sur le plateau du Golan occupé, que les forces aérospatiales iraniennes frappent. Ce sont celles qui possèdent d'immenses bunkers en dessous, et ainsi de suite. Et nous voyons constamment ces énormes missiles balistiques les frapper depuis l'Iran. Et cela vise clairement à aider la résistance dans le sud du Liban à faire face à une surveillance moindre ou à affaiblir la capacité des sionistes à diriger et contrôler leurs troupes le long de la frontière avec le Liban. Donc oui, il y a une coordination. Il existe des cibles précises pour chacun des éléments et ils passent en revue ces listes de cibles de manière claire et méthodique. Nous n'avons pas vu le Hezbollah ni l'Iran viser les principales bases dès le départ. De toute évidence, ils ont donné la priorité à la neutralisation des systèmes de défense aérienne et des centres de communication des sionistes. Et maintenant, comme nous le voyons, les missiles et les drones du Hezbollah atteignent leurs cibles beaucoup plus facilement. Car après 2 semaines de destruction des défenses aériennes de la colonie sioniste et de leur réseau de commandement, de contrôle et de communication, il devient de plus en plus facile pour le Hezbollah et les autres membres de l'Axe de frapper leurs objectifs. Nima, penses-tu qu'une invasion terrestre du Liban pourrait avoir lieu prochainement? Parce que les Israéliens parlent de mobiliser 450 000 réservistes pour rejoindre les FDI. They're talking about 450 reservists to be called to join the army in Israel, IDF. And what is the understanding? Quelle est la perception au sein du Hezbollah, ou plus généralement au Liban, de la qualité de ces combattants? Parce qu'il y a l'armée régulière, et maintenant les réservistes qui arrivent sur le champ de bataille. Comment sont-ils perçus? What is the perception of that? Eh bien, hier soir, nous avons vu une photo publiée par Smotrich le montrant debout au-dessus du lit de son fils en soins intensifs. Son fils a été pris pour cible le premier jour de son déploiement dans le nord de la Palestine. Donc, si tel est le sort du fils d'un ministre important de la colonie sioniste, quelqu'un qui bénéficiait probablement d'une grande protection et n'était pas envoyé en première ligne, on peut imaginer ce qui arrive aux unités d'élite des sionistes qui se trouvent directement sur le front. De toute évidence, ils subissent de lourdes pertes. Ils sont incapables d'entrer dans les villages du sud du Liban, même s'ils les ont complètement détruits. Lancer des chiffres comme 450 000 réservistes rappelés, c'est un nombre que la colonie sioniste n'a jamais, dans toute son histoire, été capable de mobiliser. Je pense que c'est un chiffre en partie faux. Il leur est impossible d'y parvenir. C'est simplement de la propagande destinée à créer un certain élan, à faire croire aux sionistes qu'ils ont le nombre de leur côté. D'autre part, plus les sionistes envoient de troupes à la frontière avec le Liban, moins ils en ont pour contrôler la Cisjordanie et Gaza. Et nous avons vu les forces aérospatiales iraniennes frapper plusieurs cibles en Cisjordanie ces derniers jours, ainsi que le long des frontières de Gaza occupées. Cela doit donc être préoccupant pour les sionistes. C'est pourquoi nous voyons les colons fascistes déchaînés en Cisjordanie, parce qu'ils sont désormais devenus les forces d'application officieuses sur place. De nombreux soldats israéliens sont retirés de la Cisjordanie et envoyés aux frontières avec le Liban. C'est pour cela que nous les voyons maintenant aussi se livrer à des violences, comme le viol d'un homme palestinien dans la vallée du Jourdain hier devant ses enfants avant de le tuer, et le viol de femmes dans un autre village. C'est devenu la norme, car ces colons en Cisjordanie ont pris le pouvoir avec le retrait des troupes israéliennes.
Je ne sais donc pas s'ils seront réellement capables de mobiliser un tel nombre. Et je dirais encore une chose à ce sujet. Plus ils sont rassemblés au même endroit, ces soldats israéliens, plus ils deviennent des cibles faciles. On ne peut pas simplement amener des centaines de milliers de soldats sur la ligne de front et leur fournir des abris à tous. Il n'y aura pas d'abri pour tout le monde. On ne va pas non plus amener des milliers de chars à la frontière avec le Liban et leur offrir une protection contre les missiles anti-chars ou les roquettes, et ainsi de suite. C'est donc une manœuvre désespérée. Jusqu'à présent, il est clair que les Israéliens comptaient sur leur puissance aérienne, tout comme les Américains comptent sur la leur en Iran, et cela ne leur fera pas gagner une guerre. Ils devront donc risquer la vie de ces cibles faciles, froides, et cela accélérera l'effondrement de leurs forces armées s'ils le font. Laith, l'administration Trump essaie, tu sais, de faire venir le HTS et Al-Jolani de Syrie pour les engager dans la bataille contre le Liban et aider Israël. Et il semble qu'ils hésitent à aller dans cette direction. Penses-tu qu'ils vont se joindre à eux? Vont-ils finalement aider Israël? Oui, je veux dire, il y a actuellement beaucoup de brouillard de guerre, ce qui rend difficile pour les gens de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais la vérité, c'est que le HTS est déjà impliqué. La bataille qui a eu lieu il y a une semaine à Nabi Shit, dans la vallée de la Beka, lorsque les forces spéciales sionistes se sont infiltrées et ont été prises en embuscade, s'est déroulée sous la protection du HTS. Les troupes d'invasion sionistes ont traversé la Syrie par le nord de Damas, sous la protection du HTS, puis se sont infiltrées depuis un poste illégal, une zone de contrebande dans la Beka et les montagnes du Kalamoun, sous la protection du HTS. Il y a eu une énorme bataille où les foulards rouges, c'est-à-dire les forces spéciales du HTS, ont été massacrés en même temps que les Israéliens, qui ont dû se replier. De même, au cours des 4 derniers jours, les sionistes ont emmené ces bandanas rouges, les forces spéciales du HTS, à travers le plateau du Golan occupé, et les ont placés à l'entrée du village de Sheba, dans le sud du Liban. C'est le village le plus à l'est de la zone frontalière du sud du Liban, situé au pied du Jabal al-Sheikh ou Mont Hermon. Et encore une fois, les bandanas rouges ont été vaincus dans ce petit village isolé qui n'est même pas chiite. Sheba est un village sunnite. Il n'y a pas beaucoup de combattants du Hezbollah là-bas, mais il y a des combattants du groupe islamique, une sorte de groupe de résistance sunnite ici au Liban, qui a été la cible d'assassinats et d'autres attaques au cours de l'année et demie passée par les sionistes. On peut donc imaginer ce village extrêmement reculé, avec une seule route pour y accéder, capable de repousser une invasion des forces spéciales du HTS. Qu'est-ce que c'est une both? Cela signifie que le HTS est en réalité incapable de modifier l'équilibre du combat, quoi qu'il fasse, pour apaiser ses maîtres à Tel Aviv. Jusqu'à présent, ils n'utilisent que leurs forces spéciales. Une dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est que le HTS, dans son ensemble, avec les autres escadrons de la mort wahhabite qu'il a absorbés, dispose d'une force de combat totale d'environ 30 000 hommes. Donc, si Al-Jolani décidait d'utiliser autre chose que les foulards rouges, il devrait pratiquement mobiliser tout le HTS vers la frontière libanaise, ce qui laisserait les frontières avec l'Irak vides, et aussi les grandes villes, Damas, Alep, Homs, etc., ainsi que toute la côte syrienne, sans leur nervis pour contrôler la population. Et cela ouvrira la porte, soit à la résistance irakienne pour envahir et libérer certaines parties de la Syrie, soit à une rébellion armée des populations dans les grandes villes ou le long de la côte. Et ce serait la fin du HTS.
Donc je pense que nous ne devrions pas trop nous inquiéter de l'implication du HTS. Si nous voyons une implication majeure de leur part, c'est le signe du désespoir des impérialistes, car ils risqueraient de perdre toute la Syrie simplement pour tenter de vaincre le Hezbollah, ce qui serait pour eux le pire scénario, et en réalité le meilleur scénario pour l'axe de la résistance. La guerre contre l'Iran révèle quelque chose que nous n'avions encore jamais vu, les actes de résistance qui se manifestent de cette manière. C'était inimaginable, à mon avis, avant le début de cette guerre. Et ce n'est même pas toute la puissance qu'ils possèdent. C'est parce que nous n'avons pas encore vu le Yémen pleinement impliqué, le Bab el-Mandeb, la mer Rouge. Mais après tout, en regardant ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui ou hier dans son entretien avec Al Jazeera, il a dit « Nous ne croyons pas à un cessez-le-feu. Nous croyons à la fin de la guerre, et mettre fin à la guerre signifie exactement cela, y mettre fin sur tous les fronts. » Il parle du Liban, du Yémen, de l'Irak, de la Palestine, tous ensemble. Il ne s'agit pas seulement, vous savez, de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et quels sont les leviers ici? Je pense que ce qui se passe, c'est que le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, ce sont de nouvelles alternatives qui entrent dans le calcul, dans l'équation du côté de l'axe de la résistance. Comment voyez-vous la manière dont l'axe de la résistance trouve sa puissance, sa force de l'intérieur? Oui, quand on examine la théorie des jeux appliquée à cette guerre, lorsqu'on expose tous les éléments et qu'on essaye de déterminer, selon cette approche, les étapes que chaque partie va entreprendre, on voit clairement qu'en ce moment, l'axe de la résistance contrôle l'échelle de l'escalade. Cela ne signifie pas qu'il détient la supériorité en termes de puissance ou quoi que ce soit de ce genre, mais cela veut dire que c'est l'axe de la résistance qui choisit les étapes. Et c'est un avantage considérable. Les États-Unis peuvent bombarder ce qu'ils veulent à tout moment, mais c'est l'axe de la résistance qui détermine les phases de cette guerre, la manière dont elle va se dérouler, la vitesse à laquelle les choses avancent ou ralentissent. Et cela est très important, car les États-Unis et la colonie sioniste dépendent fortement de la puissance aérienne. D'accord. Et ensuite, la puissance navale, puis la puissance terrestre. Et l'axe de la résistance, c'est l'inverse. Il repose sur la défense au sol et dispose d'une alternative bon marché à une force aérienne, qui est généralement le composant le plus coûteux de toute armée, grâce aux drones et aux missiles. Ainsi, l'axe de la résistance a un coût bien plus viable pour son engagement militaire sur le plan financier, tandis que l'Occident supporte un coût financier bien plus élevé pour sa participation à cette guerre. Par conséquent, tant que l'axe de la résistance peut prolonger cette guerre, l'Occident, ou plutôt les puissances impériales, perdra. C'est totalement prévisible. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, sauf et uniquement sauf s'ils utilisent une arme nucléaire. Et je pense que cela est très improbable à l'heure actuelle. Ce que nous verrons au cours de la semaine prochaine, c'est que la défaite de l'Empire deviendra beaucoup plus évidente pour tout le monde et que l'incapacité de l'Empire à protéger ses actifs et ses vassaux dans la région deviendra indéniable. Nous pourrions voir l'implication de troupes terrestres américaines et les bases de déploiement pour cela se trouveront très probablement en Arabie saoudite. C'est à ce moment-là que le Yémen entrera dans la bataille. Je pense que c'est un autre exemple de la manière dont l'axe de la résistance contrôle l'échelle de l'escalade. Le Yémen n'a pas besoin d'intervenir pour l'instant. Il doit y avoir un autre prix à payer à la prochaine étape. Les autres membres de l'axe de la résistance, leur implication actuelle suffit à prolonger les choses et à forcer les États-Unis à envoyer des troupes. Is sufficient to draw out and force the hand of the US to bring troops here.